et le plaisir et l'honneur d'animer cette conférence de presse de ce matin organisée par la coalition du Québec Urgence Palestine. Donc, nous tenons de prime abord à vous remercier pour votre intérêt et pour votre présence ce matin. Quelques mots d'abord sur le groupe organisateur. Je tiens à dire que la coalition regroupe 46 organisations de la société civile québécoise, dont des syndicats, des groupes communautaires, des groupes féministes et des organisations pacifistes. C'est une organisation, donc une coalition qui a été mise sur pied au début du printemps, surtout dans le but de renforcer la solidarité, mais surtout la mobilisation de la société civile québécoise et des différents mouvements de la jeunesse d'origine palestinienne en vue surtout donc de la défense des droits fondamentaux du peuple de Palestine, mais aussi face aux violences et aux exactions de l'État israélien qui sont de plus en plus qualifiées de génocidaires. Cette conférence de presse, rappelons-le, je tiens quand même à dire qu'elle fait suite à une importante manifestation publique qui a eu lieu le 23 mars dernier à Montréal et qui a bénéficié d'un très important soutien d'organisations et de personnalités publiques. C'est donc dans le but de maintenir le momentum de cette mobilisation, mais aussi envie de faire en sorte que les médias en général ne relèguent pas justement la catastrophe que vit le peuple de Palestine à un second plan, que nous avons jugé utile donc de tenir cette conférence de presse. Pour la coalition du Québec Urgence Palestine, il est fondamental que les médias n'endossent pas de façon acritique le point de vue israélien sur cette importante question. Enfin, je tiens aussi à rajouter que cette conférence de presse s'inscrit également dans le cadre de la commémoration du 76e anniversaire de la Nakba, qui signifie catastrophe, et elle vise donc de ce fait également à dénoncer l'attitude du gouvernement du Canada face au génocide israélien en Palestine. Tout cela étant dit, donc nous nous réjouissons de compter dans le cadre de cette conférence de presse sur la présence de 4 personnes qui suivent de près cet enjeu et qui portent une parole publique compétente, informée, mais surtout une parole qui met les principes du droit et de la justice au cœur de leur travail. J'en profite donc pour les remercier en votre nom et au nom de la coalition pour leur généreuse collaboration, mais surtout pour le travail de qualité qui est le leur. Avant de vous les présenter dans l'ordre de leur intervention, je vais dire quelques mots sur le déroulement qui est prévu ce matin. Donc, nous avons prévu 4 prises de parole. Nous débuterons donc en visioconférence par la présentation de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires occupés de Palestine, Maître Francesca Albanese, qui disposera de 15 minutes. Son intervention sera suivie de celle de Joël Beda, de l'Organisation palestinienne de défense des droits humains Al-Haq, qui est une organisation basée à Ramallah. Il disposera pour sa part de 10 minutes. Lui aussi interviendra par visioconférence depuis Montpellier. Suivront ensuite 2 prises de parole québécoises de 5 minutes chacune, soit celle de France-Isabelle Langlois, à ma droite, directrice générale d'Amnesty International canadien francophone, et pour finir, celle de Diane Lamoureux, qui est à ma gauche, qui prendra la parole au nom de la coalition du Québec Urgence Palestine, qui nous convoque donc ce matin. Je vais tout de suite commencer par vous présenter très brièvement Maître Francesca Albanese. Maître Albanese est une juriste et chercheure italienne spécialisée en droit international qui est, depuis le 1er mai 2022, nommée rapporteur spécial de l'ONU sur les territoires occupés palestiniens pour un mandat de 3 ans. Je rappelle aussi qu'elle a travaillé pendant une décennie en tant qu'experte en droits humains pour l'Organisation des Nations Unies, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, ainsi que l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'agence, ça je viens de donner le nom en français, mais qui est communément appelée en anglais l'UNRWA. Maître Albanese, donc, nous parlera notamment de son récent rapport qui a pour titre Anatomy of Genocide, qu'elle a présenté au Comité des droits humains de l'ONU en mars dernier. Elle nous livrera ses observations et réflexions au regard notamment de la Convention internationale pour la prévention et la punition du crime de génocide. Je n'en dirai pas plus, je lui donne la parole pour les 15 prochaines minutes. Maître Francesca Albanese, depuis Tunis, la parole est à vous. Merci d'avance au nom de mes collègues et du public et des journalistes présents ici ce matin à Montréal. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Mes respects à toutes et tous. Tout d'abord, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à la coalition du Québec Urgence Palestine, en particulier envers M. Mouloudi, Madame Diane Lamoureux, pour m'avoir invité à cette conférence de presse.
l'avoir organisé. En fait, je tiens aussi à saluer les représentants de Al-Haq et Amnesty International qui sont là. Au cours de ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que au cours de 7 mois d'opération militaire, Israël a détruit Gaza. Le nombre effroyable de décès, les dommages irréparables infligés à ceux qui y survivent, la destruction systématique de tous aspects nécessaires à la survie à Gaza, des hôpitaux aux écoles, des maisons aux terres arables et les dommages infligés à des centaines de milliers d'enfants, ainsi qu'aux mères enceintes et aux jeunes mères, cela ne peut être qu'interprété comme constituant une preuve prima facie d'une intention de détruire systématiquement les Palestiniens en tant que groupe à Gaza. Après une analyse des actions d'Israël et des schémas de violence dans son assaut sur Gaza, soutenu par une rhétorique déshumanisante des autres responsables israéliens et souvent reflétée dans les actions des soldats sur le terrain, je conclus dans mon dernier rapport Anatomie d'un génocide que j'ai présenté au Conseil des droits humains le mars dernier, que le seuil indiquant la commission de génocide par Israël avait été atteint. Et je suis prête à répondre à toute question que la salle peut avoir sur ce rapport. Ce que je veux dire, c'est que depuis le 7 octobre, Israël a tué plus de 35 000 Palestiniens à Gaza, dont plus de 15 000 enfants. Plus de 10 000 sont présumés morts sur les décombres et 78 000 ont été blessés, dont beaucoup avec des blessures qui vont changer leur vie à jamais. Plus de 70% des zones résidentielles à Gaza ont été détruites. 90% de l'ensemble de la population a été déplacée de force. Des milliers de familles ont perdu des êtres chers ou ont été complètement anéantis. Beaucoup n'ont pas pu enterrer et pleurer leurs proches et ont été forcés à laisser leur corps se décomposer dans les maisons, dans la rue ou sous les décombres. Des milliers de Palestiniens ont été détenus et systématiquement soumis à des traitements inhumains et dégradants. 2 millions ont été contraints à la faim et à la famine à Gaza. Le traumatisme collectif qui sûrement n'a pas épargné les otages est incalculable et elle sera vécue pendant les générations à venir. Le discours véhément anti-palestinien qui présente l'ensemble du peuple palestinien à Gaza comme des ennemis à éliminer, à expulser de force, a été omniprésent dans tous les segments de la société israélienne, malheureusement. Les appels à l'annihilation violente de la part de hauts responsables israéliens ayant autorité de commandement et visant les soldats en service sur les terrains servent de preuve convaincante d'encouragement explicite et public à commettre un génocide. L'un des principaux constats de mon rapport est que le leadership exécutif et militaire israélien et les soldats ont intentionnellement déformé les règles fondamentales du droit international humanitaire, le principe de distinction entre objectifs militaires et cibles civiles, qui sont les dernières prohibées dans le droit international, le principe de proportionnalité de l'action militaire et le principe de précaution nécessaire à prendre dans chaque action militaire dans le but de légitimer la violence génocidaire contre le peuple palestinien et sous les yeux de tout le monde. En redéfinissant délibérément les catégories de boucliers humains, d'ordre d'évacuation, des zones sécurisées, de dommages collatéraux et de protection médicale, Israël a utilisé la fonction protectrice du droit international humanitaire en tant que camouflage humanitaire pour dissimuler en fait une campagne génocidaire. Et ce génocide contre les Palestiniens à Gaza n'est qu'une tape escalatoire d'un processus de dépeuplement de longue date dans le territoire palestinien occupé. En fait, c'est depuis plus que 70 ans que ce processus étouffe les Palestiniens en tant que peuple, démographiquement, culturellement, économiquement et politiquement, écrasant leur droit inaliénable à l'autodétermination, à exister en tant que peuple libre sur cette terre, dans une tentative de les déplacer et d'exproprier et de contrôler leurs terres et leurs ressources. La Nakba, comme a été évoqué,
est encore en cours doit être arrêté et remédié une fois pour toutes. Récemment, Israël m'a une fois de plus, arbitrairement refusé l'accès au territoire palestinien occupé, me contraignant à rendre compte de la situation des Palestiniens sous occupation depuis des États voisins, à savoir la Jordanie et l'Égypte. Cette dernière visite m'a confirmé que le territoire palestinien occupé est plongé dans une spirale de violence incontrôlable, avec les récits des Palestiniens et d'autres témoins ajoutant de nouveaux degrés aux atrocités que le monde a observées depuis le début des assauts sur Gaza il y a 7 mois. Le rythme et l'intensité avec lesquels cette violence s'est propagée au reste du territoire occupé confirment en fait qu'aucun Palestinien n'est en sécurité sous le contrôle sans entrave d'Israël. La situation à Gaza est pire de ce que j'avais précédemment évalué dans mon rapport, avec des implications sérieuses et multiformes à long terme. La plupart des victimes que j'ai rencontrées en Égypte ont subi des blessures catastrophiques, ont vu des membres de leur famille tués et ont subi les effets de la destruction par Israël de l'infrastructure sanitaire de Gaza, même après le 26 janvier 2024, date à laquelle la Cour internationale de justice a rendu un arrêt ordonnant à Israël de prévenir le génocide à Gaza. Les patients qui arrivaient auparavant en Égypte avec principalement des symptômes liés aux blessures explosives et de guerre sont désormais rejoints par des patients atteints par des maladies chroniques et ou de malnutrition, surtout les enfants, résultant de la catastrophe humanitaire intentionnellement provoquée à Gaza. Les photos datant de seulement 8 mois, par exemple, me montrent un garçon Hamid de 8 ans au jujufle, maintenant devenu maigre et passant ses sujets dans une douleur atroce due à la pancréatite développée à cause des conditions difficiles qu'il a subies à cause du siège. Ceux qui ont quitté Gaza sont fracturés et tourmentés par la culpabilité de survivants, un traumatisme sévère. Même les médecins qui ont soigné les patients à Gaza. À seulement 50 km de la bande de Gaza, des aides et des biens vitaux, y compris des équipements de dessalement de l'eau, des trousses de premiers secours, des bouteilles d'oxygène et des toilettes portables payées par les contribuables du monde entier dépérissent dans des entrepôts, interdits d'entrer à Gaza sur prétexte d'utilisation par les combattants. Les mesures humanitaires mises en œuvre jusqu'à présent, comme largage aérien et corridors maritimes, ne sont qu'un palliatif pour ce qui est désespérément nécessaire et légalement dû à Gaza. Ces mesures sont largement insuffisantes pour soulager la catastrophe humanitaire qu'Israël a créée. Ma visite a aussi confirmé l'importance cruciale du mandat de l'Agence hongroise pour les Palestiniens et les personnes de la région, alors que les Palestiniens ont fui une fois de plus vers la sécurité. Les pays environnants ne peuvent pas absorber seuls l'impact des pratiques pernicieuses d'Israël consistant à tuer et à déplacer la population civile de Gaza. La chaîne d'approvisionnement en soutien doit être gérée par l'intermédiaire de la coordinatrice humanitaire de l'ONU. C'est la responsabilité que la communauté internationale, par le biais du Conseil de sécurité des Nations Unies, a déjà assumée. Les horreurs que les gens ont vues à Gaza sont inexprimables. Ma visite a confirmé également que la tension sur la détérioration de la situation en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, a diminué. La tension a diminué. Des restrictions accrues et des abus, des détentions arbitraires et des exécutions extrajudiciaires par des soldats israéliens et des colons armés sont largement rapportés. Les politiques israéliennes couvrant le territoire palestinien occupé mettent sans contexte en danger l'existence des Palestiniens sur leur terre. La communauté internationale doit se concentrer sur l'application la plus probable, le nettoyage ethnique des Palestiniens et les
États membres des Nations Unies doivent faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour l'empêcher. Enfin, j'appelle le monde pour garantir qu'Israël et les États tiers respectent leurs obligations non dérogatoires en vertu de la Convention sur la prévention et punition du génocide pour empêcher de nouveaux décès, aider les survivants à reconstruire leur vie et assurer une pleine responsabilité tant au niveau pénal individuel que la responsabilité de l'État. C'est un impératif dû aux victimes de cette tragédie, hautement évitable, et aux générations futures en Palestine et en Israël aussi. Les États doivent exiger un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et imposer des sanctions à Israël pour éviter de nouvelles calamités. La fin du contrôle illégal d'Israël sur Gaza et le reste du territoire palestinien occupé et une présence protectrice pour assurer la paix et la stabilité de la région sont aussi impératives, ainsi que le recours à la Cour de justice et à la Cour pénale internationale et tout un tribunal compétent pour la juridiction universelle. Il est d'une importance capitale que l'ONU assume pleinement la responsabilité des opérations humanitaires conformément à la résolution 27-20 du Conseil de sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Albanese. Donc, vous aurez l'occasion d'approfondir certains points, parce que vous disiez que vous disiez tout à l'heure que la situation à Gaza est pire que ce que vous avez dit dans votre rapport de mars. Donc, il y aura des questions qui vont vous être posées. Vous pourriez élaborer là-dessus. On va tout de suite enchaîner avec la prise de parole de Joël Beda, qui va donc nous s'exprimer en visioconférence également depuis Montpellier, en France. Joël Beda est titulaire d'un Master 2 Sécurité internationale, défense et intelligence économique, ainsi que d'un diplôme universitaire de droit international humanitaire délivré donc par l'université Nice Sophia Antipolis, donc c'est en France, diplôme qu'il a obtenu en 2015. Joël Beda va prendre la parole au nom d'Al-Haq, Association palestinienne de défense des droits humains, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est basée à Ramallah. Al-Haq est l'une des plus vieilles organisations de défense des droits humains dans le monde arabe. Elle est également pionnière dans la production de documents d'analyse portant sur les conséquences de l'occupation israélienne au regard du droit international humanitaire et du droit international des droits humains. Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur le type de travail que fait cette organisation, sur leur prise de position, sur les documents qu'ils ont élaborés au regard de l'actualité récente, je vous invite à aller voir leur site internet alhaq.org, alhaq.org, pour donc vous enquérir de leur position récente. Voilà, Joël Beda, la parole est à vous pour 10 minutes. Merci d'avance. Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir organisé cette conférence de presse au nom d'Al-Haq. Merci de m'y avoir convié. Je suis ravi d'y représenter Al-Haq. Alors, sans plus attendre, je vais commencer ma présentation qui se déroulera en 4 temps. J'aborderai tout d'abord la destruction intentionnelle de Gaza et du peuple palestinien, la création de conditions de vie inhumaines privant le peuple palestinien des éléments essentiels à sa survie, l'amorce d'une des dernières étapes du plan génocidaire israélien à travers l'invasion de Rafah et les obligations internationales des États occidentaux. Alors, par ses ordonnances de janvier et mars 2024, la Cour internationale de justice a conclu que la situation à Gaza constituait un cas plausible de génocide. Le crime de génocide se compose d'un élément intentionnel, l'intention de détruire en tout ou partie un peuple racial, national, ethnique ou religieux, ainsi que des actes matériels tels que le meurtre, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe concerné et la création de conditions de vie calculées délibérément imposées pour parvenir à la destruction du peuple en question. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s'est basée notamment sur les déclarations de responsables israéliens faites peu après le 7 octobre et révélant une intention génocidaire qui ne se limitait pas à quelques individus, mais reflétait bien un objectif commun du gouvernement israélien. On peut citer Yoav Golan, le ministre israélien de la Défense, qui a déclaré le 10 octobre 2023 « J'ai levé toutes les limites, nous combattons des animaux humains, c'est l'État islamique de
Gaza, nous détruirons tout. Si un jour ne suffit pas, cela prendra une semaine, cela peut prendre des semaines, voire des mois, aucun endroit ne nous échappera. Ce type de déclaration, qui a été réitéré maintes et maintes fois depuis le 7 octobre, vise à déshumaniser les Palestiniens, à assimiler les civils palestiniens aux membres du Hamas et à autoriser l'emploi de tout moyen et méthode de guerre pour détruire Gaza. Ces déclarations ont été suivies par une effroyable avalanche d'attaques indiscriminées et disproportionnées lancées par les forces israéliennes dans la bande assiégée de Gaza, en violation des principes cardinaux du droit international humanitaire, à savoir les principes de distinction et le principe de proportionnalité. Cela causa la mort d'un très grand nombre de Palestiniens, un nombre estimé aujourd'hui à près de 45 000 personnes, sans compter le nombre incalculable de Palestiniens coincés sous les décombres des bâtiments détruits par la folie meurtrière israélienne, qui est estimée aujourd'hui entre 20 000 et 50 000. En plus de cette violence génocidaire, Israël a détruit des quartiers entiers, des camps de réfugiés, des centres commerciaux, des mosquées, des églises, des hôpitaux, des écoles, des universités, parmi d'autres lieux attaqués. 70% des logements à Gaza ont été détruits et l'ONU estime qu'à ce stade, restaurer le PIB de Gaza de 2022 devrait prendre 70 ans. Il s'agit d'un état de destruction inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Les forces israéliennes ont réduit à néant tous les aspects de la vie palestinienne à Gaza, en attaquant son cœur économique, le quartier Al-Rimal, son système éducatif, eu égard non seulement aux attaques perpétrées par Israël contre des écoles et universités, donc 80% ont été détruits, endommagés, mais également contre plus de 250 enseignants et professeurs d'université et plus de 5 500 étudiants. Également, son système de santé, avec 24 hôpitaux sur 36 à Gaza qui sont actuellement hors service, 12 fonctionnent partiellement, mais ce chiffre doit être relativisé car les 3/4 des habitants de Gaza vivent actuellement à Rafah, où seul un hôpital et 3 hôpitaux de fortune établis pendant le conflit sont opérationnels. Israël a ainsi non seulement tué et blessé un grand nombre de Palestiniens, mais empêche également le peuple palestinien de traiter les siens. Cette situation est aggravée par le fait qu'Israël a créé les conditions dans lesquelles le peuple palestinien se trouve dépourvu des éléments essentiels à sa survie. En effet, depuis le 7 octobre, Israël a privé les habitants de Gaza d'eau, de nourriture, d'électricité, de fuel et a empêché les convois humanitaires d'entrer dans Gaza ou a laissé des extrémistes israéliens bloquer les convois, contrairement à ses obligations en tant qu'occupant en vertu du droit humanitaire. Par conséquent, depuis le début de l'année 2024, 32 Palestiniens comprenant 23 enfants sont morts de malnutrition et 50 000 enfants palestiniens souffrent de malnutrition accrue. Le siège de Gaza a entraîné une grave pénurie de médicaments, de biens hygiéniques, de vêtements, d'installations sanitaires. Combiné au surpeuplement de certaines parties de Gaza, cela conduit à un déploiement rapide de maladies infectieuses parmi les Palestiniens. Ces éléments, comme vous vous en doutez, risquent également d'accroître considérablement le nombre de Palestiniens morts depuis le début du conflit. Ce génocide ne concerne pas seulement la bande de Gaza, mais s'étend également à la Cisjordanie, où la violence des colons s'intensifie, encouragée par des ministres israéliens sionistes et extrémistes, dont un, Itamar Ben-Gvir, le ministre israélien de la Sécurité, pour ne pas le citer, a même distribué des armes aux colons. Un autre facteur qui va accroître considérablement le nombre de victimes palestiniennes est l'invasion de Rafah, étant donné que 1,5 million de Palestiniens s'y sont réfugiés. Le 6 mai 2024, Israël a ordonné à 250 000 Palestiniens d'évacuer Rafah Est et de se réfugier à Al-Mawasi. Donc Al-Mawasi, c'est une ville côtière au sud de Gaza, juste au nord de Rafah, juste au-dessus de Rafah. Et cette ville a été désignée par Israël comme une zone sûre, puis comme une zone humanitaire élargie, une désignation qui atteste une nouvelle fois de la mauvaise foi d'Israël, car il n'existe pas de lieu sûr à Gaza, encore moins dans ce secteur qui a fait l'objet d'attaques répétées par Israël, y compris la semaine dernière. On peut également citer Rafah, qui a également été désigné comme zone sûre les mois précédents, ce qui n'a pas empêché Israël d'attaquer sournoisement les civils palestiniens qui s'y étaient réfugiés. Cet ordre d'évacuation du 6 mai 2024 est d'autant plus inquiétant
que les zones concernées comprennent le point de passage de Rafah. Et par ailleurs, de nombreux Palestiniens ont trouvé refuge dans des écoles et vivent dans des tentes de fortune situées à Rafah Est. Moins de 15 heures après cet ordre d'évacuation, Israël a commencé à bombarder Rafah Est et a saisi le point de passage de Rafah, privant les Palestiniens encerclés de portes de sortie, et y a affiché le drapeau israélien, manifestant une fois de plus son intention d'éradiquer la présence palestinienne à Gaza et de contrôler la bande de Gaza. Cela a eu pour conséquence que le point de passage de Rafah est désormais fermé, empêchant plus fermement l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, l'arrivée de missions humanitaires et l'entrée d'autorités internationales à Gaza par la voie terrestre, étant donné qu'Israël contrôle l'autre point d'accès à Rafah, le point de passage Kerem Shalom. Donc cela exacerbe encore plus la crise humanitaire et la privation de biens essentiels à Gaza. Dans ce contexte, le Canada, au même titre que les autres États occidentaux, a l'obligation d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour inciter Israël à cesser sa campagne génocidaire. Cette obligation est inscrite à l'article 1 de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Cette obligation a été rappelée par la Cour internationale de justice comme une obligation erga omnes, c'est-à-dire qui est applicable à tous les États, car elle porte sur des normes fondamentales tellement importantes que tous les États ont intérêt à voir ces normes respectées. Également, en vertu de l'article 1 commun aux conventions de Genève, le Canada a l'obligation de respecter, mais surtout de s'assurer du respect du droit international humanitaire par les États parties, dont Israël. L'impunité dont jouit Israël depuis des décennies, et plus particulièrement depuis 6 mois, ne fait que l'encourager à aller de l'avant et à commettre d'autres atrocités, comme le montre la récente invasion de Rafah par les forces israéliennes. Ce que nous demandons, ce ne sont pas de simples déclarations condamnant Israël, mais bien des actions décisives et concrètes, telles que des sanctions économiques et d'autres contre-mesures, tant qu'Israël ne se conformera pas au droit international. Soutenir l'investigation menée par la Cour pénale internationale, qui devrait incessamment sous peu émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de hauts responsables israéliens, est un aspect essentiel dans cette prévention du génocide. L'urgence d'enquêter sur ces crimes se fait d'autant plus ressentir aujourd'hui avec la situation à Rafah telle qu'exposée précédemment, et eu égard à la fonction dissuasive de la justice pénale internationale de commettre de tels crimes, des crimes internationaux. Cette urgence tient également au fait qu'Israël s'est efforcé au cours des 6 derniers mois d'empêcher le rassemblement de preuves de ces actes génocidaires, en tuant des journalistes, en interdisant Al Jazeera en Israël et en Palestine, en enterrant les victimes palestiniennes en masse, en détruisant les bureaux de nos partenaires, tels qu'Al-Mezan et le Palestinian Center for Human Rights, qui travaillent sur le terrain à Gaza pour réunir de telles preuves. Enfin, et j'en terminerai par là, il ne s'agit pas seulement de faire cesser le génocide et de s'assurer que des poursuites pénales sont exercées contre des hauts dirigeants israéliens. Il faut également agir sur les causes profondes de ce génocide. Par causes profondes, j'entends l'occupation, le colonialisme israélien et l'apartheid. Donc il faut contribuer au démantèlement du régime colonialiste et d'apartheid israélien en faisant cesser également en faisant cesser l'occupation de la Palestine, ce qui permettra un retour des réfugiés palestiniens en Palestine historique. Ce génocide doit en effet être perçu dans une perspective historique, dans la continuité de la Nakba, comme il a été dit précédemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, merci beaucoup, Joël, de nous avoir exposé un peu la nature multiforme que prend cette catastrophe génocidaire. Merci également d'en avoir rappelé au rôle du Canada et à l'importance de mobiliser les instruments du droit qui sont à notre disposition. On va donc enchaîner maintenant avec la troisième prise de parole, celle de France Isabelle Langlois, qui est directrice générale d'Amnesty International Canada francophone depuis 2019, c'est ça? Voilà. France Isabelle Langlois possède plus de 20 années d'expérience dans des postes de responsabilité au sein d'organisations de solidarité internationale et de défense des droits.
dont Droit et démocratie, par exemple. Pour en savoir davantage sur les positions d'Amnesty International au sujet de ce qui se passe en ce moment en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, nous vous invitons donc à visiter le site internet d'Amnesty, amnesty.ie, donc .ca. France Isabelle Langlois, vous avez 5 minutes. Merci d'avance. Ah oui. Ça va aller. Vous m'entendez? Bonjour, vous m'entendez? Pas beaucoup? C'est le maximum que je peux. Non, je ne vais pas le sortir. Désolée. Peut-être que vous pouvez passer un petit peu. Comme ça, je vais le passer. Comme ça, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Alors, bonjour. Merci d'être là. Donc, aujourd'hui, nous soulignons l'anniversaire, le triste anniversaire de la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe en arabe. Donc, ce jour où les Palestiniens et les Palestiniennes ont été dépossédés de leurs terres. Ce jour de 1948 où la population palestinienne a été contrainte à l'exil. Et c'est aussi le début de la mise en place d'un système de colonisation et d'apartheid de la part d'Israël à l'encontre de la population palestinienne. Un système qui aboutit aujourd'hui à une complète déshumanisation des civils palestiniens. Peut-être qu'il faut lever le micro du... Ben, oui, de toute évidence. Je suis désolée, là, mais je suis pas... Je ne sens pas très... Non, c'est pas stressant, c'est inconfortable. Alors, je poursuis. Dans ces circonstances, et face au risque réel de génocide qu'encourt la population civile palestinienne, notamment la population civile à Gaza, face à la famine qui sévit, Amnesty International appelle tous les gouvernements du Québec et du Canada de permettre aux gens d'exprimer leur solidarité avec les civils palestiniens en protégeant leur droit à la liberté d'expression, à la liberté de réunion pacifique et à la non-discrimination. Amnesty demande aux États, dont le Canada, de cesser de fournir des armes à Israël, au risque de se rendre complices de crimes de guerre et d'autres violations du droit international. Amnesty International demande depuis longtemps l'instauration d'un embargo total sur les armes à destination d'Israël, du Hamas et d'autres groupes armés qui prennent part à la guerre à Gaza. Les forces israéliennes se livrent à des attaques illégales à Gaza, notamment des attaques menées sans discrimination, contribuant à de lourdes pertes en vie humaine et causant des destructions et des dégâts massifs aux infrastructures civiles. Dans le cadre de nos recherches, nous avons relevé le fait que des armes fournies à Israël, notamment par les États-Unis, ont servi à mener des frappes aériennes illégales ayant causé de nombreuses victimes civiles. Alors que la Cour internationale de justice a déclaré qu'il existe un risque réel, plausible de génocide à Gaza, et compte tenu de l'obligation qui incombe à tous les États en vertu du droit international de prévenir un génocide, les gouvernements qui continuent de livrer des armes à Israël risquent d'enfreindre la Convention pour la prévention et la répression du crime génocidaire. Tous les États doivent faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à ses opérations terrestres à Rafah et garantisse le libre accès de l'aide humanitaire conformément à leur obligation de prévenir le génocide. Les civils palestiniens et palestiniennes à Gaza sont des êtres humains, pas des pions que l'on peut déplacer sur un échiquier au bon vouloir des autorités israéliennes.
L'idée que des civils déplacés puissent être en sécurité quelque part à Gaza s'est plusieurs fois avérée illusoire. L'armée israélienne ayant attaqué des zones qu'elle avait précédemment désignées comme sécuritaires. En tant que puissance occupante, Israël est tenu d'assurer la sécurité des Palestiniens et des Palestiniennes dans la bande de Gaza occupée, qui sont protégés au titre du droit international humanitaire et doit notamment fournir des services et des vivres nécessaires à leur survie. Non seulement Israël ne l'a pas fait, mais il a continué et continue d'entraver la fourniture de ces services à la population civile par les agences humanitaires des Nations unies et les organisations internationales d'aide, et ce, depuis 2007. En l'absence de garantie quant à la sécurité des habitants et à leur retour en toute sécurité chez eux, notamment au nord de Wadi Gaza, comme le prévoit le droit international humanitaire, les ordres d'évacuation répétés sont illégaux au regard du droit international et peuvent constituer un transfert forcé. Seul un cessez-le-feu immédiat et durable impliquant toutes les parties pourra mettre fin aux souffrances civiles et rétablir une certaine confiance dans la valeur universelle du droit international. Merci. Voilà, merci infiniment, France Isabelle Langlois. Donc, notamment ce rappel et ce plaidoyer pour l'embargo sur la vente d'armes à l'endroit d'Israël, le levier sur lequel nous pouvons agir, une position réitérée plusieurs fois par la coalition ici présente, mais aussi plusieurs fois par d'autres coalitions québécoises comme BDS Québec. Voilà, donc nous espérons que ça se retrouvera dans la couverture médiatique. La dernière prise de parole, et non la moindre, celle de Diane Lamoureux, qui est à ma gauche, professeure émérite au département de sciences politiques de l'Université Laval. Elle est membre du conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés. Elle est membre du COCO, donc le comité de coordination de la coalition du Québec Urgence Palestine. Elle a été membre d'une mission d'observation québécoise en Palestine en 2009. Donc, Diane Lamoureux disposera de 5 minutes et elle prendra la parole au nom, justement, de la coalition du Québec Urgence Palestine. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça va? Bon, merci d'être là. Alors, au moment où on se parle, le génocide se poursuit non seulement à Gaza, mais dans les autres territoires palestiniens occupés illégalement par Israël, comme nous l'a rappelé Joël Beda. C'est justement cette occupation illégale, mais tolérée depuis trop longtemps par la communauté internationale, qui est la cause de la résistance palestinienne. Comme organisation de solidarité avec le peuple palestinien, la Coalition du Québec Urgence Palestine ne peut qu'être scandalisée de la situation qui est faite à la population palestinienne de Gaza. Celle-ci est soumise depuis plus de 7 mois à des bombardements intensifs qui touchent principalement la population civile, comme en témoigne le dénombrement des victimes, qui sont majoritairement des femmes et des enfants, et qui vise à détruire les institutions culturelles et sanitaires, les logements et les infrastructures d'eau potable et d'électricité. Le blocus imposé par Israël a aussi pour effet d'affamer la population. Nous sommes aussi révoltés par les atermoiements du gouvernement canadien, qui non seulement réitère périodiquement son soutien à Israël, mais manque à toutes ses obligations en vertu du droit international et même à toute décence humaine. Le Canada est signataire de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette convention oblige les États qui l'ont ratifiée à son article 5, et je cite, « à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des actes énumérés à l'article 3. » Fin de la citation. Ce sont ces actes qui ont été relevés dans le rapport de Francesca Albanese et qu'elle nous a rappelé aujourd'hui.
Pourtant, l'attitude du Canada a été tout autre. D'abord, il a hésité à appeler à un cessez-le-feu à Gaza, invoquant fallacieusement le droit d'Israël de se défendre. Il a retiré temporairement son financement à l'UNRWA, l'agence onusienne la plus à même de fournir efficacement une aide humanitaire à la population civile palestinienne, non seulement à Gaza, mais également en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, au Liban, en Jordanie et en Syrie, où il y a des camps de réfugiés palestiniens. Le Canada a aussi permis à l'État israélien de poursuivre son œuvre génocidaire en lui fournissant des armes et du matériel militaire supposément non létal. Malgré la motion votée par le Parlement canadien le 18 mars dernier appelant à cesser les ventes d'armes à Israël, le Canada a continué d'honorer les contrats conclus avant cette date, de même que l'envoi de matériel militaire qui transite par les États-Unis. De la même façon, le Canada n'a pas mis tous les moyens en œuvre pour forcer Israël à lever son blocus contre Gaza. Le Canada est également signataire des conventions de Genève qui fixent certaines conditions que doivent respecter les parties belligérantes en cas d'affrontement. Ce qui se passe actuellement à Gaza est tout à fait contraire aux conventions de Genève. Les parties belligérantes, selon celles-ci, doivent protéger les populations civiles, ce qui n'est pas le cas, malgré le déplacement forcé devant supposément servir à cette fin d'une bonne partie de la population de Gaza. Les parties belligérantes doivent épargner les hôpitaux et le personnel sanitaire. L'armée israélienne a mis la quasi-totalité des hôpitaux de la bande de Gaza hors service, en se livrant notamment à des combats pendant plus de 2 semaines à l'hôpital Al-Shifa. Les parties belligérantes doivent permettre le secours aux blessés. L'armée israélienne tire sur les ambulances et sur le personnel sanitaire. Les parties belligérantes doivent permettre l'aide humanitaire. Israël ne la laisse passer qu'au compte-gouttes et tire même sur des convois humanitaires clairement identifiés. Israël pousse même l'incurie jusqu'à tirer sur des civils affamés qui tentent de récupérer de l'aide alimentaire parachutée par les pays occidentaux. Nous avons honte de l'attitude du gouvernement canadien. Le Canada doit prendre immédiatement des sanctions contre Israël, de la même façon qu'il a pris des sanctions contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Le Canada doit également suspendre immédiatement ses livraisons de matériel militaire à Israël afin de ne pas être complice de génocide. Face à l'impuissance des institutions onusiennes qui n'arrivent pas à amener Israël à respecter le droit international et les obligations du droit international humanitaire auquel cet État a souscrit, il est plus important que jamais que la société civile internationale se mobilise en soutien au peuple palestinien. Alors que nous approchons du 76e anniversaire de la Nakba, il est urgent que le peuple palestinien puisse obtenir justice et vivre en paix. Aujourd'hui, tout comme au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il est plus que nécessaire de se lever en masse pour que le plus jamais, en ce qui concerne le génocide, devienne enfin réalité. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Diane. Donc, les positions et les revendications de la coalition sont clairement exposées. Donc, on va maintenant ouvrir une période d'échange avec nos invités, avec une prise de parole des personnes qui sont présentes ici. On va d'abord privilégier les gens des médias. Donc voilà, c'est l'occasion. On va prendre 2, 3 questions à la fois. Donc dites, s'il vous plaît, vous identifier et ensuite dire directement, dire à qui s'adresse directement votre question. Donc, normalement, Joël et Francesca Albanese, vous nous entendez toujours bien? Juste confirmer. Oui, je vous entends Oui, parfaitement. oui, oui, je suis là. Je suis là et je vous entends très bien. Voilà, donc on va ouvrir la période d'échange et de questions. Première question, donc, monsieur. Oui, mon nom est Germain Dallaire du Parti politique Climat Québec. Pardon? On va donc donner la parole à un journaliste en premier. Donc, on reviendra avec le public dans un second temps. Madame?
Oui, bonjour, je suis Rima El Khoury de la presse. J'avais une question pour Maître Albanese. Est-ce qu'elle est toujours avec nous? Oui, elle est toujours là, Francesca D'accord. Albanese. Donc, j'ai lu le rapport Anatomie de génocide et oui, je vais parler plus fort. En fait, je me demandais, donc, quand on parle de génocide pour qualifier ce qui se passe en ce moment en Israël, on nous répond souvent, on n'a pas vraiment de preuves, car tous les chiffres qu'on a sur les morts, les blessés, 70% des femmes, des enfants, tous ces chiffres-là viennent du Hamas et donc qui n'est pas une source crédible dans la guerre qu'il mène contre Israël. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette affirmation? Merci, Mme El Khoury. Est-ce que, Maître Albanese, vous avez bien entendu la question de la journaliste Rima El Khoury? Oui, tout d'abord, c'est intéressant, je remercie tout d'abord la journaliste qui a posé la question et c'est intéressant la posture des médias occidentaux. Et je ne veux pas mettre qui est clairement en difficulté, qui a posé la question. Mais est-ce que vous posez la même question pour les chiffres qui sont donnés par les Israéliens? Parce que je ne sais pas si c'est le cas, mais en général, on a un gouvernement israélien qui a souvent, dans les guerres précédentes et même dans cette guerre-là, menti, par exemple sur les boucliers humanitaires, sur l'existence des centres opérationnels de Hamas sous les hôpitaux et tout. Et ça n'est jamais questionné. Là, revenons aux chiffres. Alors, il y a deux choses. Les chiffres qui donnent le Hamas, c'est le ministère de la Santé, en fait. Le Hamas n'est pas seulement bon, je comprends qu'en Occident, le Hamas, c'est comme le ISIS. Et franchement, on peut avoir toute antipathie qu'on veut envers l'idéologie d'Hamas, à des ministères, à une structure civile et qui a opéré en tant que telle pendant 16 ans. Il y a eu 5 guerres avant que de celle-là. Et le maximum il y a jamais eu une contestation, c'est-à-dire à la fin de chaque guerre, des commissions d'enquête ont vérifié et la différence entre les chiffres donnés par le ministère de la Santé à Gaza, qui est fait par des officiers civils, et ceux-là qui ont été acceptés par les internationaux, était presque pareil. Et ce que les Nations Unies disent aujourd'hui à Gaza, qu'en fait, si c'est vrai qu'il n'y a pas la façon pour vérifier tous les chiffres donnés, c'est fort probable en fait que le chiffre final sera beaucoup plus élevé de ce que le ministère de la Santé donne en tant que mort, par exemple, parce que il n'y a plus, depuis le premier attaque à l'hôpital de Al-Shifa, on a détruit la possibilité de vérifier toutes les données, c'est-à-dire on n'arrive plus à compter les morts. C'est ça la vérité. Le deuxième fait, c'est que le niveau de destruction de Gaza n'est pas estimé seulement par le ministère de la Santé de Hamas. Et la Banque mondiale a publié un dossier fait par des images satellitaires sur Gaza, en fait, qui pas seulement il confirme que la destruction, comme a été documentée par les Nations Unies et aussi les ministères du Hamas à Gaza, est réelle, mais est beaucoup plus grave de ce qui a été estimé. D'ailleurs, pourquoi Israël ne permet à aucun observateur étranger, y inclus la presse, de rentrer dans la bande de Gaza? Ça m'étonne que les journalistes occidentaux qui ne peuvent pas rentrer dans la bande de Gaza sont autant silencieux et n'en font pas beaucoup de pression comme l'ont fait dans le cas de la Russie contre les empêchements qui viennent du gouvernement israélien. Merci. Merci, Maître Albanese. Est-ce que vous avez une seconde question? On va prendre la question du monsieur, on reviendra à vous. Une deuxième question? Oui, bonjour, Karl Marchand, Cogeco Nouvelles. Ma question est pour Mme Langlois. Qu'est-ce que vous aimeriez voir les citoyens faire justement pour exprimer cette urgence-là à l'endroit de la situation à Gaza? Quelle pression doivent-ils faire sur le gouvernement? Merci, monsieur. La question est claire.
n'y a pas de recette miracle. Il faut continuer la mobilisation, il ne faut pas se fatiguer. Souvent, dans ce genre de situation, on observe, on finit par observer avec le temps une fatigue des médias, une fatigue de la population. On se mobilise moins, on en parle moins. Donc, il ne faut pas se fatiguer. Il faut continuer à se mobiliser pacifiquement. Il faut continuer à exprimer son droit, à exercer son droit de manifester, de contester, s'exprimer et surtout faire pression sur nos gouvernements et dans ce cas-ci, particulièrement le gouvernement du Canada, bien entendu, pour qu'il cesse le transfert d'armes. Le gouvernement du Canada a un discours très ambigu de nous dire que les armes sont des armes non létales. Des armes, c'est des armes. Et de nous dire qu'ils ont cessé, mais qu'ils continuent à respecter leurs engagements, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire pression pour le transfert d'armes. Il faut continuer à faire pression pour un cessez-le-feu, faire pression sur nos gouvernements, donc sur le gouvernement du Canada, pour faire pression sur Israël. On a vu cette semaine une intensification un peu, comment dirais-je, les États-Unis ont pris une position un peu plus dure vis-à-vis d'Israël. Il faut continuer à pousser dans cette direction-là. Et c'est l'ensemble des populations qui vont faire pression sur l'ensemble des gouvernements, qui vont faire pression sur l'ensemble du système multilatéral et surtout des États-Unis, parce qu'il n'y a personne qui est dupe. On sait que les maîtres du jeu, au final, ce sont les États-Unis. Merci. Une seconde question, Mme Milkouri? Oui, une deuxième question pour Maître Albanese. Vous avez dit que ce que vous avez vu après avoir rédigé votre rapport, les témoignages que vous avez eus en Égypte, si j'ai bien compris, on parlait d'une situation qui était pire que ce que vous aviez pu constater au moment de rédiger votre rapport. Si vous deviez pouvez-vous élaborer là-dessus? Qu'auriez-vous ajouté à ce rapport s'il avait été fait à la suite de ces nouveaux témoignages que vous avez recueillis? Oui, en fait, ce qui est beaucoup pire, c'est pour moi l'impact de la destruction des hôpitaux. Parce qu'en fait, j'ai parlé avec beaucoup de médecins, soit en Égypte, soit en Jordanie, qui sont en train de soigner le très peu de gens qui sont malades ou blessés à Gaza. Il y a 68 000 personnes blessées, beaucoup parmi eux avec des blessures permanentes, des invalidantes. Et là, il y a, pour vous donner deux éléments, les patients qui arrivaient auparavant étaient surtout avec des blessures de guerre. Il avait été frappé soit par des bombes, les conséquences des bombes ou des projectiles. Là, ce qui s'avère de plus en plus, c'est soit les effets de la malnutrition, soit les effets de comment les Palestiniens ont compensé pour le manque de nourriture. Par exemple, je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé, celle d'un enfant, ami de 8 ans, que je disais, il a développé la pancréatite parce qu'il a mangé de la nourriture pour animaux, il a bu de l'eau contaminée, il a pris cette infection qui, paraît-il, elle est très, très, très douloureuse. Et finalement, il a été soigné. Comme il n'y avait pas d'autres médicaments pour calmer la douleur, ils lui ont donné de la morphine. Il est devenu addicted à la morphine. Et maintenant, quand je l'ai vu, il était un torturé, un enfant complètement sous poids parce qu'il ne pouvait pas manger. Il devait être détoxifié, ça se dit en français, parce qu'il était addicted to morphine. Et en plus, on savait pas si il allait être soigné ou pas. Et ça, c'est un cas. Hein. Et l'autre, mais il y en a plusieurs aussi, la dépression chronique, le traumatisme chronique parmi les adultes, surtout les adultes, parce qu'en fait, les enfants sont traumatisés, mais s'il y avait
On ne vous entend pas, Maître Albanese, le son a coupé. S'il y avait des soins adéquats, disaient les médecins en Égypte, les enfants pourraient répondre, tandis que les adultes sont tellement traumatisés qu'ils vont avoir des répercussions sur les enfants. Excusez-moi, Maître Albanese, je crois qu'on ne vous entend pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, donc on va vérifier sur le plan technique. Beaucoup plus les gens qui arrivent avec des maladies chroniques. Vous m'entendez? Ouais, si vous pouviez répéter ce que vous avez dit dans les 60 dernières secondes, on s'excuse. D'accord. Alors, Merci. Je disais que voilà, il y a la malnutrition, il y a la dépression qui affecte les adultes et les enfants à cause du traumatisme, à cause de... mais vraiment, c'était très violent, la destruction de tout ce qu'il avait, la maison, les villes, les mosquées, les universités. Ils ont vu leur... disparu, après réapparu, arrêté par l'armée israélienne, après torturé. C'était brutal ce que ces gens souffrent, et il y a un manque de capacité d'assister tous ces gens-là pour se répondre, et la dépression des parents va affliger aussi disons la reprise du traumatisme des enfants. Et l'autre chose, il y a beaucoup de maladies chroniques qu'à l'époque on pouvait plus ou moins très mal, mais on pouvait soigner à Gaza, comme le cancer, le diabète, les maladies respiratoires qui sont en train d'augmenter aussi, ou la leucémie qu'on ne peut plus soigner à Gaza à cause de la destruction de tout hôpital. Quelle était la raison de détruire tout hôpital à Gaza? Il y en a 4 qui restent plus ou moins fonctionnels. Et là, vous voyez, maintenant, ces maladies sont très difficiles à soigner parce que les gens ont manqué de ce type de traitement. Et l'autre chose, la troisième et dernière, c'est les blessures. Il y a des gens qui sont amputés à Gaza, pas seulement parce qu'ils ont été blessés, mais parce qu'à cause de la septicémie, par le bon manque de médicaments et soins, c'est-à-dire soit il arrive quand ils sont déjà en septicémie et on doit amputer, soit ils arrivent, ils se font soigner et après, comme il n'y a plus de soins, parce qu'ils ne peuvent pas faire le suivi, ils doivent amputer parce qu'il y a de la gangrène ou d'autres infections, parce qu'il n'y a plus les médicaments, et en plus les hôpitaux sont les endroits les plus malsains dans toute Gaza. La température augmente et ainsi les rats, les moustiques et tout. C'est le désastre absolu, humanitaire, hygiénique et de tout point de vue à Gaza. Nous, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais quand la poussière de la guerre et les bombes se seront arrêtées, on verra ce que l'armée israélienne a fait. Et là, on pourra pleurer nos larmes, mais on n'a rien fait pour prévenir. Je voudrais ajouter à la demande, vous savez, la fatigue de ne plus protester, c'est un signe du privilège. Nous, on est des privilégiés qui on peut aussi éviter de s'occuper de ce qui se passe à Gaza. Mais c'est notre obligation, moi en tant qu'Européenne, vous en tant que Canadiens, de s'occuper, de gérer aussi ce conflit, parce que ça se passe aussi avec votre argent et avec votre nom. Voilà. Merci beaucoup, Maître Albanese. Est-ce qu'il y a d'autres questions de journalistes? C'est le moment. On a encore une quinzaine de minutes. J'en vois dans la salle. Voilà, sinon, on va ouvrir au public. On va prendre 3 questions du public. On va alterner, donc, hommes-femmes. Donc, allez-y, c'est le moment. Germain Dallaire du Parti politique Climat Québec. On a l'impression qu'Israël écrit une nouvelle page d'horreur à tous les jours, puis on pense que c'est le maximum, puis ça augmente tout le temps. Ma question s'adresse à probablement la deuxième personne. Joël Béda. Oui. Il a parlé d'un déplacement de Rafah, Oui. de 250 000 personnes vers c'est une partie côtière de la bande de Gaza.
Hier, dans une émission d'information française, j'ai entendu une chercheuse qui disait que l'UNICEF avait informé que, au niveau des statistiques, qu'il y aurait, avec l'hypothèse que 250 000 personnes s'en iraient dans ce coin-là, compte tenu de l'espace, il y aurait une douche pour 3 500 personnes, puis une toilette pour 850 personnes. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, Joël, est-ce que vous avez entendu la question, le commentaire sur la promiscuité? C'est un Oui, euphémisme tout à fait. comparativement. Donc, Vous pouvez élaborer. la zone vers laquelle ces 250 000 Palestiniens ont été, vers laquelle ils doivent se réfugier, ça représente 6 km². C'est pour une telle. Et c'était déjà une ville qui était peuplée avant. Donc, oui, c'est la promiscuité, elle n'est pas particulière à Al-Mawasi, elle est partout dans Gaza. Gaza, c'est 2 millions d'habitants, plus de 2,3 millions d'habitants. Donc, cette promiscuité a été aggravée par les déplacements forcés de Palestiniens qui, au cours du conflit, et pendant 6 mois, certains ont dû être déplacés 5 fois. 5 fois. Voilà. Donc, Al-Mawafi, c'est un exemple qui illustre assez bien cette promiscuité. Et ça fait partie de la stratégie israélienne non seulement de détruire le peuple palestinien, mais aussi de créer des conditions invivables pour les chasser. Pour les chasser, on a entendu parler de plans de relocation des Palestiniens dans des États voisins, en Turquie, en Irak, grâce à l'aide américaine, à l'aide financière américaine qui servirait à accueillir ces Palestiniens. Donc, voilà, tout ce qui se passe en fait est lié. Il n'y a aucun événement isolé. Tout est lié et concerté dans la stratégie israélienne de mener à bien son génocide. Merci infiniment, Joël. La réponse est claire. Monsieur Yves. Oui. Parlez dans le micro. Ça vous convient? Juste vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Yves Engler, independent journalist. Et si ça vous convient, j'aimerais demander ma question en anglais pour Madame Albanese. So my question is there have been a number of legal pursuits in Canada around Justin Trudeau and Foreign Affairs Minister Melanie Joly about pursuing them for Canada's role in providing arms to Israel, which I believe is actually just only a small component of Canada's support for Israel's military. There's all kinds of charities that are subsidized charities that support the Israeli military. The Communications Security Establishment, Canada's NSA, provides intelligence to Israeli military. So my question is that as a lawyer, how do you see this effort to actually criminally pursue in the international domain, either at the International Criminal Court or Canada at the International Court of Justice, as Nicaragua has raised, the Canadian state or Canadian politicians for their complicity in Israel's Holocaust in Gaza? Juste, Maître Albanese, s'il vous plaît, la question était claire. Donc, si vous pouviez répondre en français, par contre, parce que les gens dans la salle ne parlent pas tous anglais. Bon. D'accord. Je dois S'il dire, vous plaît. je remercie beaucoup le journaliste qui m'a posé la question parce qu'en fait, ça me donne aussi l'opportunité de remercier vraiment les avocats et la société civile canadienne qui fait un travail très, très important. Tout d'abord, je trouve que tous les procès, toute action qui se mène dans les cours est fondamentale parce qu'il y a une impunité totale garantie par les classes politiques, des dirigeants politiques, surtout dans les pays occidentaux. Pas seulement, pas seulement. Je ne veux pas absolver aussi les pays arabes qui n'ont clairement
fait pas assez, non, ils ont aussi aggravé la situation, mais dans les pays occidentaux, jusqu'à présent, il y a eu des systèmes de justice qui fonctionnent et qui sont vraiment une forme de garantie, de contrôle sur les abus du pouvoir. Alors là, je trouve que ce qui se mène dans les cours, c'est fondamental. Une autre chose, moi je veux dire, et je pense que ça va aboutir, et ça doit en fait aller de plus en plus. Vous savez, il n'y a pas seulement les responsabilités du gouvernement dans les transferts d'aide militaire. Il y a une autre forme de, je ne sais pas, par exemple, combien de Canadiens sont aussi des colons. Des colons, c'est-à-dire ils habitent dans des colonies illégales qui sont des crimes de guerre. Moi, j'ai vu qu'au Canada et qu'aux États-Unis, il y a des occasions publiques de vente de la terre des Palestiniens dans le territoire, dans la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Ça, c'est affreux. Il y a aussi des fonds de pension, des investissements dans les colonies. Tout ça doit être ciblé. Et maintenant aussi, s'il y a des Canadiens qui sont allés joindre l'armée israélienne pour la dernière guerre contre Gaza, mais aussi pour les violences qui se passent dans la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Je veux dire, il faut vraiment garder les yeux super ouverts et cibler à travers des mécanismes de justice tous ceux qui ont participé de façon directe ou indirecte, aussi les corporations, aussi tout ce qui est businesses dans l'entreprise israélien de apartheid, en fait. Ayez le courage de parler de ce qu'Israël fait. C'est un système d'apartheid. Et l'autre chose que je voulais dire, permettez-moi, je vais prendre une autre minute, c'est que la responsabilité du gouvernement canadien, c'est pas seulement dans l'aide financière ou dans l'aide militaire qui a donné l'aide diplomatique. Toutefois qu'on a essayé de poursuivre des formes de justice, même au niveau de l'Assemblée générale, j'ai vu moi-même le Canada, comme d'autres pays occidentaux, se mettre de travers. Et ça, c'est vraiment honteux en considérant aussi l'histoire du Canada en tant que pays qui a lui-même des origines de colonialisme, de peuplement, et ça devrait être plus respectueux de l'histoire du peuple palestinien. Rien empêche de reconnaître les crimes de l'Europe envers le peuple juif, mais en vertu des crimes que l'Europe a commis il y a jusqu'à 10 ans, non, pardon, 90 ans envers le peuple juif, la déshumanisation du peuple juif. Je dis, c'est pour ça qu'on doit reconnaître aussi la souffrance du peuple palestinien depuis 70 ans. Et là, je dis, je félicite encore une fois des avocats canadiens comme l'association Arab Canadian Lawyers qui ont produit un travail exceptionnel en dénonçant le racisme anti-palestinien, parce que ça se passe beaucoup au Canada et aussi dans d'autres pays du monde. Et il faut l'exposer parce que c'est un problème dégoûtant autant que l'antisémitisme et d'autres formes de racisme et xénophobie. Donc, on a encore des personnes qui veulent poser des questions. Allez-y, madame. Vous identifiez, s'il vous plaît, d'abord. Oui, Justine Raymond, citoyenne. La question que j'ai, c'est en lien avec la mise en place d'un bureau du gouvernement du Québec à Tel Aviv. Si on regarde, je veux dire, on parle de la question canadienne, mais en même temps, comment peut-on justifier que dans une situation de guerre comme celle qui se vit présentement à Gaza, que le gouvernement canadien, que le gouvernement québécois ouvre un bureau commercial et quelle indication avez-vous, si vous en avez, sur la question de l'objectif véritable? Parce que le ministre Fitzgibbon disait que c'est pour toute l'innovation dont est capable Israël et en quoi, je veux dire, en lien avec l'armement et l'intelligence artificielle, ce dossier-là ne peut pas être d'autant plus inquiétant et à dénoncer. Voilà, donc mon travail d'animateur, c'est peut-être d'expliquer à nos deux intervenants à l'extérieur
que c'est une responsabilité. L'enjeu ici, c'est celui du gouvernement québécois, donc à l'échelle provinciale, qui ouvre un bureau, donc à Tel Aviv, en Israël. Donc, il y a une campagne ici de sensibilisation, mais aussi qui interpelle les décideurs politiques québécois en la matière pour les dissuader d'ouvrir ce bureau. Donc, voilà, je voulais juste dire ça pour Francesca Albanese et Joël Beda, peut-être qu'ils ne sont pas au fait des subtilités de la politique canado-québécoise. Je vais donner la parole à Diane Lamoureux pour répondre à la question. Il y a la Ligue des droits et libertés, dont je fais partie, a écrit une lettre avec l'appui de 22 autres organisations pour demander la fermeture de ce bureau. Normalement, nous rencontrons la sous-ministre, une sous-ministre du ministère des Relations internationales la semaine prochaine pour en discuter et tirer plus au clair qu'est-ce qu'ils veulent obtenir par ça. Mais c'est très clair que la position qu'on défend, c'est que d'abord, il faut fermer ce bureau qui est on ne le sait pas parce que ça dépend qui parle, savoir s'il est ouvert ou pas, et ça dépend des semaines. Mais il faut aussi s'abstenir de tout commerce avec Israël dans ce qui a trait au secteur militaro-industriel et les systèmes de sécurité, une bonne partie des hautes technologies dont on nous vante les mérites sont souvent des technologies qui ont été testées en terrain militaire. Et c'est la marque de commerce d'Israël de dire que ça a été testé en situation réelle hein, pour les ventes à l'étranger. Donc, j'invite tout le monde bon, il y a eu une pétition. On peut encore envoyer des pétitions. Moi, j'invite tout le monde à écrire à la ministre des Relations internationales et de la francophonie pour lui demander de fermer ce bureau. C'est inacceptable, d'autant plus dans le contexte actuel. France Isabelle Langlois. Oui, ben peut-être que certaines personnes se posent des questions là, sur Amnesty International, sur notre position sur cette question des bureaux. Donc, pour la clarifier, les bureaux de la délégation du Québec sont perçus comme des ambassades. La position d'Amnesty International partout à travers le monde, c'est qu'on favorise les relations diplomatiques qui se font à travers les ambassades. Donc, c'est comme ça qu'on perçoit les délégations du Québec. Cela étant dit, on demande au gouvernement, aux États, d'utiliser leurs relations diplomatiques à bon escient dans un contexte comme celui-ci. Et donc, on fait pression sur le gouvernement du Québec qui semble assez, je choisis mes mots, assez obtus vis-à-vis de la situation. C'est quand même assez inusité de la part d'un gouvernement du Québec à venir jusqu'à présent en ce qui concerne la situation du conflit israélo-palestinien. Donc, il y a vraisemblablement une insensibilité à ce qui se passe. Dans un contexte comme celui-ci, non seulement on demande de ne pas transférer d'armes, mais on demande aussi de faire attention à nos échanges économiques avec un gouvernement, un État qui vraisemblablement est en train de commettre des crimes de guerre, peut-être des crimes contre l'humanité, peut-être un génocide. Dernière des choses, bureau ou pas, est-ce que ça va empêcher le gouvernement du Québec de faire du commerce avec Israël? Je ne pense pas non plus. Donc, je pense que la pression est vraiment sur le commerce et vraiment sur le gouvernement du Québec d'être beaucoup plus, de faire preuve de beaucoup plus d'humanité, d'avoir une position beaucoup plus humaine par rapport à ce qui se passe. On a entendu des déclarations. Je ne sais pas si vous avez suivi la ministre des Relations internationales du Québec qui était au Corim il y a quelques semaines. C'était assez effarant comment elle avait une apparence d'aucune sensibilité par rapport à ce que la population palestinienne vivait. Merci.
Francesca Albanese, Joël Beda, est-ce que vous avez un élément à ajouter par rapport à ce type de bureau qui ne concerne pas que le Québec, qui peut concerner peut-être d'autres paliers de gouvernement à l'échelle européenne, j'en sais rien, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter ou je retourne à la salle pour d'autres questions? Non, vraiment, je suis en train de appeler les pays, surtout les pays occidentaux, à reconsidérer leurs relations, à imposer des sanctions, à couper les relations commerciales, économiques et diplomatiques avec Israël jusqu'à quand il n'arrête pas d'opprimer, maintenant le génocide, et je n'arrête pas d'opprimer le peuple palestinien. C'est-à-dire le bureau, ça ne me semble pas un bon choix en termes de, disons, de tompisme. Merci. Donc, on va prendre les 3 dernières questions pour ne pas abuser du temps de Maître Albanese, de Joël Beda, ni de toutes les personnes qui sont ici. Donc, 3 dernières questions. Soyez brèves, s'il vous plaît. Et puis, présentez-vous toujours. Dites à qui ça s'adresse directement. Allez-y. Donc, mon nom, c'est Catherine Gerbelli. Je suis une citoyenne montréalaise, on va dire. Et ma question, c'est à M. Bédard, parce que je suis les informations sur ce qui se passe en France et sur la répression dont le mouvement d'opposition au génocide à Gaza semble, en tout cas d'ici, extrêmement préoccupant. Et je voulais avoir son analyse sur cette situation de répression d'un mouvement d'opposition dans une France qui est quand même un pays qui normalement jouit de certains droits du point de vue de manifester, etc. Merci, madame. Donc, on va prendre les 3 questions d'un coup. Voilà. Donc, la question est claire sur le traitement réservé par les autorités françaises donc au mouvement de solidarité avec la Palestine. Madame? Oui, Amélie Nguyen, coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière, le CISO. En fait, je suis curieuse de connaître la perspective de Mme Albanese et de M. Beda par rapport à l'utilisation du terme conflit ou guerre et comment parfois c'est impossible de traduire la réalité de la situation en utilisant ce terme. Donc, juste avoir leur perspective sur ce terme. Parfait. Monsieur? Oui, Michel Abdelnour, citoyen. La question à n'importe qui peut répondre. On a besoin d'idées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la pression pour qu'il arrête le génocide immédiatement? Parfait. Donc, première question à Joël Beda sur la France et ses relations avec la façon que les autorités françaises gèrent cette question et la solidarité au sein de la société civile. L'autre sur l'utilisation des termes, donc conflit, guerre. Une réflexion là-dessus. Donc, la question est posée à Joël Beda et à Francesca Albanese. Et la dernière, j'imagine qu'elle s'adresse à toutes les personnes ici présentes sur ce qui peut être fait concrètement. Voilà, Joël, pour commencer. La répression des mouvements de solidarité, des mouvements pro-palestiniens en France, c'est lamentable, tout simplement. J'ai honte de la politique extérieure, mais de comment c'est l'expression, la liberté d'expression est utilisée par les manifestants à ce sujet. Donc en France, c'est un sujet très sensible. Les citoyens jouissent en effet de liberté, dont la liberté d'expression, mais pas pour tout. Voilà, il y a un 2 poids 2 mesures. Pour des raisons historiques, parler d'Israël, c'est un sujet tabou. Et vous êtes comme en Israël, en fait, voire pire. Parce qu'en 2014, lors du conflit, le seul pays où les manifestations pro-palestiniennes étaient interdites, c'était en France. Voilà, donc vous êtes tout de suite taxé d'antisémitisme si vous parlez d'Israël en France. C'est très difficile d'en parler, il faut prendre des pincettes, malheureusement. Et voilà, la France non seulement ne prend pas les mesures qu'il faut envers Israël, mais en plus de ça, empêche
la population de s'exprimer et qui est liberté de manifestation, liberté de réunion, liberté d'expression. Ce sont des libertés fondamentales consacrées par la Déclaration française des droits de l'homme. Et la deuxième chose, au sujet de la deuxième question sur les conflits et sur les guerres, c'est une différence juridique. On parle de conflits armés à partir des conventions de Genève en 1949 et plus de guerre. Cependant, parler de conflit, parler de guerre, ça suppose d'avoir deux adversaires qui luttent à armes égales. Or, aujourd'hui, à Gaza, c'est l'armée israélienne qui commet un génocide et qui, soi-disant, cherche à éliminer le Hamas, mais les faits ne confirment pas cette version et les faits indiquent que 35 000 Palestiniens ont été tués et qu'un nombre, je ne sais pas combien de militants du Hamas ont été tués, mais c'est un nombre infime comparé au nombre de civils palestiniens tués. Donc ce n'est pas une guerre contre le Hamas, ce n'est pas un conflit armé comme c'est défini en droit humanitaire, c'est bien un génocide, un crime contre l'humanité et un crime de guerre également, mais pas dans le cadre d'une guerre à proprement parler entre deux forces qui luttent à armes égales. Maître Albanese, votre réponse et en même temps votre mot de la fin? Oui, je vais être bref parce que malheureusement, je dois vous quitter dans 3 minutes. Oui. Alors, je trouve qu'effectivement, il y a un problème de sémantique qui révèle aussi la grande difficulté, la grande complexité de l'approche occidentale à cette situation. Moi, je n'ai aucun problème à parler de conflit parce que du point de vue juridique, c'est qu'il y a une confrontation armée, c'est un conflit. Mais je dis que ça, c'est l'histoire des Palestiniens ou l'histoire israélo-palestinienne est ponctuée par les conflits, mais c'est une histoire de apartheid et un processus de colonisation qui ne s'est jamais arrêté. Et moi, je m'occupe de ce qui se passe dans le territoire palestinien occupé depuis le 1967, ce qui reste de la Palestine historique. Là, il n'y a pas de sens, pas question qu'ils continuent à établir des colonies. Et là, même, vous voyez, il y a des pays occidentaux où même pour parler d'occupation, laissons tomber apartheid devient comme une insulte, laissons tomber génocide, mais est-ce qu'on peut avoir cette sensibilité menu à la carte et aux compréhensions du droit international, application du droit international menu à la carte? Ça, c'est l'érosion complète du multilatéralisme et surtout du droit international à la base du multilatéralisme. Par les paroles, par les mots abusés, désabusés, il y a sûrement cela l'accusation d'être antisémite, l'accusation de soutenir le terrorisme. Parce que, soyons clairs, l'antisémitisme existe et est révoltant. Et ça, c'est un problème à gérer. Et en fait, il faut bien se rappeler de c'est quoi qui a causé l'Holocauste. L'Holocauste n'est pas venu de rien, mais c'était disons, le but des siècles de discrimination contre les Juifs. Il était tellement déshumanisé dans les yeux des Européens que, franchement, les tuer aux milliers, aux millions, ça ne faisait aucune différence à la plupart des gens. Sinon, on n'aurait pas eu cette machine, cette industrie de tuerie. Voilà. Et c'est cette déshumanisation on est censé de voir aussi dans ce qu'on fait aux Palestiniens, en Israël et ailleurs. Et aussi le terrorisme. Le terrorisme doit se reconnaître dans son objectivité. Et c'est quoi l'acte de terrorisme et pas c'est qui terroriste? Parce que sinon, c'est trop facile de suivre ce que les pays occidentaux, individus, identifient en tant que terrorisme. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Mais vraiment beaucoup, beaucoup. On a le droit de
protester contre le gouvernement, de s'exprimer contre l'étouffement, je dirais, de la liberté d'expression, de la liberté d'association et le droit de proteste. Il faut défendre les gens qui sont silencés à ce moment-là, soient-elles palestiniens ou juifs, parce qu'il y a aussi tellement de juifs qui sont en train d'être pénalisés par leur soutien à la, disons, à la reconnaissance de la liberté et des droits humains aux Palestiniens. Et voilà, faire pression sur le gouvernement, pression sur les médias parce qu'ils reportent de façon plus objective et dignifiée ce qu'on appelle le conflit au Moyen-Orient et pousser pour le soutien au mouvement de solidarité avec le peuple palestinien et la justice dans les cours, dans les tribunaux nationaux et dans la Cour pénale internationale. Et ceci dit, je dois vous laisser, mais c'était vraiment un grand plaisir, un grand honneur d'être parmi vous. Merci beaucoup, Maître Albanese. Au revoir. Donc, merci infiniment, Francesca Albanese. Merci pour votre travail, votre généreuse contribution ce matin. Je rappelle aux journalistes et aux personnes ici présentes qu'elles peuvent au minimum lire votre rapport Anatomie of a Genocide qui est accessible sur Internet. Et est-ce que vous êtes toujours là? Non, elle a quitté. Je voulais lui demander si elle avait un voyage prévu au Canada bientôt. Je pense qu'elle sera ici au mois d'octobre, mais on vous tiendra au courant. Donc, des éléments à ajouter. Diane Lamoureux, France-Isabelle Langlois pour finir. Diane, oui. France-Isabelle. Continuons à maintenir la pression et à se solidariser et à se mobiliser. Merci. Bon, pour tout ce qu'on peut faire, c'est des mobilisations. On n'a relativement pas d'autres pouvoirs. On doit exercer notre liberté de manifester, notre liberté d'expression, puisqu'on l'a encore ici. Et la meilleure façon de les défendre, c'est de les exercer. Mais je vous rappelle qu'il y a une manifestation demain à 14 h à Westminster, devant le consulat israélien à Westminster Square, ce qui est une façon mais aussi, il y a des campagnes au Canada pour l'embargo sur les armes. Il y a une campagne il y a une campagne qu'on va continuer pour la fermeture du bureau du Québec à Tel Aviv et on vous demande d'embarquer dans ces campagnes-là. Merci. Alors, si je comprends bien, donc merci infiniment. Merci à Joël Bédard. Merci infiniment, Joël. Donc, je vous demanderai de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci à tout le monde qui était présent ce soir et merci à Joël, vous d'avoir organisé cette conférence. Ça a fait plaisir de voir une mobilisation citoyenne de la société civile aussi prégnante et continuer dans ce sens. Donc, merci Joël pour votre générosité. J'invite les gens à découvrir l'association qui est la vôtre, elhaq.org. Donc, Joël, on reste en contact, sans d'autres collaborations possibles. Merci France-Isabelle Langlois. Merci Diane Lamoureux, qu'il faut applaudir également. Donc, avant de donner la parole à ma collègue Martine Éloi, je voudrais donc remercier ceux et celles qui se sont mobilisés de toutes sortes de façons, mais notamment au soutien technique, notamment Linda Kellil et Sissi de la Côte pour l'enregistrement et la transmission des présentations. Merci également à la Coalition du Québec Urgence Palestine pour l'initiative de cette conférence. Donc, Martine, tu voulais dire quelque chose pour ceux et celles qui veulent en savoir davantage sur les actions à venir de la coalition? À toi la parole. En fait, je voulais... Vous m'entendez? Oui. En fait, je voulais juste ajouter qu'on dit que la vérité est la première victime de la guerre, donc, et que l'information est vraiment le nerf. Donc, je voulais
faire remarquer que le collectif Échec à la guerre a depuis plus d'1 an maintenant une infolettre qui est essentiellement une série d'articles et d'informations alternatives qui nous aident justement à faire le ménage dans le peu d'informations crédibles qui circulent parfois. Donc, sur le site d'Échec à la guerre, vous allez trouver les infolettres espérons qu'on pourra contrer le discours dominant qui ne facilite pas la mobilisation. Échecalaguerre.org. Vous voulez passer une remarque? Elle est agréable. C'est pas une remontrance? Allez-y, allez-y. Je voudrais simplement signaler, parce que je me rends compte en échangeant avec les gens autour de moi, qu'il y a une réalité canadienne qui est complètement méconnue, c'est la position officielle du Canada sur Internet, sur le site du ministère des Affaires étrangères, qui est complètement contraire à tout le comportement du Canada actuellement, parce que cette position officielle, elle est fondée sur les résolutions des Nations unies. Alors, je vous recommande, il faudrait que les journalistes en parlent. Il y a une contradiction complète entre le gouvernement actuel et son comportement et la position officielle qui a été la même depuis 20 ans, là, elle n'a pas changé. Alors, c'est ça. Sur le site, c'est sur le site de... Vous faites... position officielle, conflit Israël-Palestine, et vous tomberez sur cette page du ministère des Affaires étrangères. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. C'est contre l'occupation, contre le mur, c'est clair comme de l'eau de roche. Merci infiniment. Voilà, merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée, bon appétit.